Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Boko Haram a encore frappé au Nigeria. Une vingtaine de filles ont été enlevées à Laza, dans l'état de Borno. Pour certains observateurs, il s'agit d'un acte de défiance vis-à-vis de l'État nigérian et de la communauté internationale. 47 ministres, dont une dizaine issus de l'opposition. La République démocratique du Congo a un nouveau gouvernement d'union nationale. Il a été nommé par le chef de l'État, Joseph Kabila. Et puis en Tunisie, les députés du nouveau Parlement jusque mercredi pour adopter la loi de finances 2015. Elle sera débattue au cours d'une séance plénière. Boko Haram poursuit son expansion au Nigeria. Mercredi dernier, plus de 20 filles ont été enlevées à Laza, dans l'état de Borno. Un nouveau rap qui rappelle celui des 200 lycéennes enlevées mi-avril dans cette même région et qui suscite une fois de plus l'indignation dans le pays. Birama Saonera. Au Nigeria, la menace de la secte islamique Boko Haram constitue une inquiétude pour les populations. Après l'enlèvement en avril 2014 de plus de 200 lycéennes à Chibok, le groupe terroriste s'est encore signalé à Lassa, dans l'état de Borno. Mercredi dernier, plus de 20 filles ont été kidnappées dans cette localité. Ces enlèvements continuent de susciter l'indignation et la désolation aux quatre coins du globe. Pour certains observateurs, Boko Haram est dans la logique de défiance vis-à-vis de l'État nigérian et de la communauté internationale. Je crois qu'en s'attaquant particulièrement à des jeunes filles, ce groupe est en train de toucher une des cordes sensibles d'un pays, d'un État, mais en plus, ce groupe est en train de faire dans la provocation par rapport à la communauté internationale. Parce que c'est une façon de dire en fait que autant il y a des dispositions législatives internationales qui protègent certaines couches vulnérables, notamment les femmes, les enfants en situation de guerre, autant ce groupe dit, moi je pose des actes allant dans le sens de défier ces dispositions qui sont mises en place. En avril 2014, après l'enlèvement des lycéennes de Chibok, des opérations se sont multipliées en vue de leur libération. Cependant, Boko Haram avait refusé l'accord de cessez-le-feu qui avait été conclu avec le gouvernement nigérian. Au-delà du gouvernement nigérian, je crois qu'il y a une responsabilité de la communauté internationale tout entière. Aujourd'hui, c'est simplement de dire dans quelle mesure nous avons la possibilité de circonscrire le terrorisme partout où il se produit. Lorsqu'un État est attaqué, lorsqu'un pays est concerné, à terme, c'est d'autres pays aussi qui risquent d'être touchés et qu'en conséquence, il faudrait une approche globale, il faudrait une approche systémique, il faudra une approche multi-acteurs et multi-États pour faire face de façon efficace à la problématique du terrorisme rampant. Dans l'attaque de Lassa, les insurgés étaient avancés vers cette localité depuis la fin du mois de novembre, mais ont rencontré une vive résistance de l'armée nigériane jusqu'à mercredi. Aujourd'hui, la menace terroriste Boko Haram est devenue une urgence sécuritaire pour le continent africain et pour cela, une intervention militaire à l'échelle continentale est souhaitable. Début ce mardi du dialogue dit de Guédamès II entre les protagonistes au conflit libyen. Ce nouveau round pour parler apparaît pour certains observateurs comme la dernière opportunité pour un accord de sortie de crise. Les deux camps qui se profilent en Libye, incarnés par le Congrès général national et une coalition de groupes armés d'une part et le nouveau parlement de Tobrouk à l'est et les alliés aux troupes du général Khalifa Haftar d'autre part ont tous accepté le principe du dialogue. Nouveau gouvernement de cohésion nationale en République démocratique du Congo. Parmi les nouveaux ministres, le président Joseph Kabila a nommé 10 représentants de l'opposition. La majorité présidentielle conserve cependant la plupart des 47 portefeuilles ministériels. Aminata Diak. En République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila a nommé un gouvernement de cohésion nationale autour de son premier ministre Augustin Matata Ponyo, qui a été reconduit selon une ordonnance lue ce lundi 8 décembre 2014 à la télévision publique. Le nouveau gouvernement compte 48 membres et fait une petite ouverture à certains partis d'opposition, une promesse qui a été faite par le chef de l'État en octobre 2013 à l'issue des concertations nationales qui avaient réuni des représentants de la majorité présidentielle, de l'opposition et de la société civile. Le nouveau gouvernement de la République démocratique du Congo en fait répond aux attentes parce que c'était bien décidé au niveau des concertations il y a plus d'un an, mais il y a que cet opposant. On voit plutôt plus une opposition républicaine proche qui n'est pas très loin de la position du président. Et cela dénonce une continuité dans le processus du président Kabila. Cependant, la nouvelle équipe gouvernementale n'a pas réservé beaucoup de surprises. En effet, elle ne compte pas de membres de l'opposition radicale à part le mouvement pour la libération du Congo de Jean-Pierre Bemba. Si c'était une ouverture, on aurait pensé aussi s'ouvrir aux autres formations politiques. Surtout
surtout la formation politique de Étienne Tshisekedi. Et éventuellement, on a parlé du M23 pour vraiment faire le consensus au niveau national. Mais qu'est-ce qui va changer? Même si le gros du gouvernement reste, il y a le Premier ministre qui est resté, qui est un homme d'État qui organise bien l'économie, mais en même temps, on peut dire qu'il y a les proches du président, notamment le ministre de la Défense, c'est lui qui est très proche du président. On peut dire aussi qu'il consolide l'équipe autour de lui. La situation politique en République démocratique du Congo reste confuse. La nomination de ce gouvernement intervient au moment où des spéculations concernant l'intention du président Joseph Kabila de modifier la Constitution afin de briguer un troisième mandat en 2016 circulent. En Tunisie, les députés planchent sur la loi de finances 2015 qui doit être adoptée avant ce mercredi 10 décembre. Une étape cruciale pour la nouvelle Assemblée nationale qui se donne pour priorité de réformer le système économique hérité de l'ancien chef de l'État Ben Ali. Aminata Diak. En Tunisie, le projet de loi de finances pour l'année 2015 doit être voté en urgence par l'Assemblée nationale. Selon les dispositions prévues par la Constitution, le texte doit être adopté au plus tard ce mercredi 10 décembre 2014. Cet exercice intervient moins d'une semaine après la prise de fonction du nouveau Parlement. Des députés qui sont disposés à respecter les délais fixés par la Constitution. La commission spéciale qui a été créée le 2 décembre est encore en session. Nous avons travailler sur les principales dispositions du projet de la loi des finances, entre autres le budget d'État, de l'actualisation, le secteur bancaire, les sociétés totalement exportatrices, le secteur de la téléphonie mobile, et ainsi de suite. Nous avons, je pense, entamé à peu près terminé les 90% du travail. Nous avons convenu que, conformément aux dispositions constitutionnelles, la loi de finances sera présentée en séance plénière de l'Assemblée le 10. Nous allons voir avec le président de l'Assemblée si effectivement le 10 est toujours maintenu, mais nous sommes prêts à présenter notre projet à l'Assemblée. Pour certains spécialistes, le travail des députés est à saluer. Ces derniers auraient fait preuve de beaucoup de responsabilités afin de rétablir les comptes publics. Les députés se sont mis d'accord pour respecter les délais constitutionnels, quitte à ce que la loi de finances puisse être reprise plus tard, calmement, quand un gouvernement sera en place, qu'il aura défini sa vision pour le développement et sa vision pour la marche des affaires publiques pour 2015. Donc ils ont décidé de reporter à plus tard ce qui pouvait être structurel et ils se sont donné comme objectif un objectif réaliste de ne pas laisser le pays affronter l'année 2015 sans un cadre juridique et constitutionnel précis en matière de finances publiques. Selon Neumann Ferry, membre de la Commission des finances, la plupart des articles du projet de loi de finances 2015 ont été approuvés. Quelques-uns qui nécessitent un changement seront cependant renvoyés au futur gouvernement. Le projet de loi sera débattu ce mercredi 10 décembre 2014 lors d'une séance plénière. L'Afrique, bientôt sur la Lune, la Fondation pour le développement spatial a lancé à fin novembre un appel au financement participatif pour une mission spatiale africaine. Objectif, lever quelques 150 000 $ pour financer la première phase de la mission baptisée Africa to Moon. Le projet vise à envoyer un engin robotique sur la Lune où il pourra diffuser des images en direct à travers le continent. On écoute à ce propos Jonathan Wallman, président de la Fondation pour le développement spatial et administrateur du projet. Notre financement vient des institutions privées et des particuliers. Lorsque vous vous lancez dans un projet de cette envergure, il est impératif que nous ayons le public derrière nous. Et la meilleure façon d'évaluer et de mesurer l'opinion publique, c'est d'ouvrir le financement au public. Ainsi, le financement participatif est un élément important pour nous, pas seulement pour recueillir des fonds afin de poursuivre la première phase du projet, mais surtout parce qu'il est important d'évaluer et de mesurer l'appui de ce projet par le public africain en général. Culture à présent, le Festival international du film de Marrakech bat son plein depuis le 5 décembre au Maroc. 15 longs métrages sont en compétition officielle. Ce week-end, le festival a rendu hommage au comédien égyptien Abdel Iman Ibrahimadjaï.
zoom sur la 14e édition du Festival international du film de Marrakech qui a ouvert ses portes ce vendredi 5 décembre au Maroc. Un rendez-vous qui met chaque année en lumière une pléiade de stars internationales du cinéma. Cette année, le festival rend un vibrant hommage au comédien égyptien Adel Imam. Âgé de 74 ans, cet Égyptien est l'un des acteurs les plus appréciés du monde arabe. Un succès qui s'explique par ses rôles interprétés avec brio et ses émissions satiriques sur les hommes politiques du monde arabe. C'est une joie indescriptible. Pour la première fois, il y a un film égyptien en compétition officielle au Festival du film de Marrakech. C'est une grande joie pour nous tous artistes de participer à un tel festival. Notre plus grande joie est l'hommage rendu à notre maître Adel Imam. Je ne vois pas cela comme un hommage à Adel Imam uniquement, mais bien un hommage à l'art égyptien dans son ensemble et au monde arabe en général. 15 films sont en compétition pour cette 14e édition. Le Festival du film de Marrakech s'est imposé depuis son lancement en 2001 comme l'un des principaux événements culturels en Afrique et dans le monde arabe. Nous accueillons les talents du monde entier. Il y a plus de 25 nationalités qui sont représentées. Les films sont des films serbes, croates, iraniens, égyptiens, marocains. Et on est à Marrakech en train de montrer que le talent, c'est autre chose que la notoriété. Et que la vraie notoriété, c'est celle qui vient du talent. Le film égyptien The Blue Elephant, réalisé par Marwan Ahmed, avec comme acteur principal la vedette égyptienne Karim Abdelaziz, figure parmi les favoris de la compétition. La cérémonie de clôture du Festival international du film de Marrakech est prévue ce samedi 13 décembre. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.